Alors, je pourrais peut-être commencer avec toi. Est-ce que tu as des idées, toi, Alexandre, sur la conception du robot? Qu'est-ce que tu penses qui peut être aidant pour se rendre comme il faut à une mission? Moi, je te dirais que le robot, il faut qu'il soit compact, parce qu'un gros robot, souvent on a des problèmes avec ça. Donc, de faire un robot qui est compact, qui est solide, là. OK. Donc, l'aspect petit et compact. C'est surtout l'aspect solide qui est plus, je dis, difficile à faire comprendre souvent, là. De Qu'est-ce que faire tu de. voudrais dire, toi, par solide? Parce que là, dans le fond, on jase un peu entre nous, mais ça va possiblement être écouté peut-être par d'autres personnes à un moment donné, qu'on C'est que, pourrait peut-être essayer de ouais, clarifier. Qu'est-ce que c'est que tu souvent, veux dire? on n'utilise pas les bonnes pièces pour faire ce qu'on veut faire. On utilise un ramassis de pièces ensemble. Quand il y a une pièce unique qui peut faire le même travail. Puis on a souvent OK. tendance à mettre trop de pièces pour ce qu'on veut faire. Donc, on se ramasse avec un genre de robot Frankenstein qui a beaucoup de pièces, qui plie quasiment quand tu joues avec. Donc, de penser ce- ce- à la conception du robot de cette OK. façon-là, qu'il soit vraiment le plus en bloc possible, puis qu'il soit le moins pliable, si tu veux. OK. Ouais, non, effectivement, tu vois, c'est un élément que j'avais pas nécessairement mis dans ma prochaine diapo. Euh, je pense que ce dont je faisais référence, c'était beaucoup plus par rapport aux roues, par exemple. Je vais vous présenter un peu le robot qu'on utilise, puis nous autres aussi, d'une certaine manière, là, tu parlais d'être solide, là, comme dans un seul bloc. Euh, Fait que moi, je pense que si je vous partage tout de suite le petit vidéo en espérant que ça va bien se partager. Mode plein écran. On n'entend pas le son, hein? Non, j'en ai pas de vidéo non plus. Ah non? OK. La technologie. Tout va bien quand on se pratique à l'école, mais c'est ça, c'était pas évident d'essayer de faire des tests avec Zoom, là. Tantôt, j'en ai fait avec Julien. Puis là, je pensais que ça irait bien. Ah oui, j'ai oublié de partager peut-être. Je suis peut-être mieux de partager mon écran. Ça va Ouais, c'est peut-être juste à aider. partager ta présentation. C'est bon, on le voit. Là, vous le voyez? Oui. OK. Là, Donc, il y a j'espère. peut-être le son qu'on n'aura pas. Souvent, le son, c'est plus problématique, là. Ouais, ben, oui, c'est vrai, attends un peu. Là, j'ai oublié de partager. Ah oui, j'avais cliqué. Partager l'audio. OK. Fait que ça devrait être bon. Voici le RoboBox des apprentissages et des épatenteux. Alors, ce robot est intéressant parce qu'il Alors, je est plutôt vais compact, essayer de vous très rappeler solide, un peu peut-être ce que je mais suis en pour train de bien se dire, là, dans le rendre fond, à Mais on une entend le son, mission, Alain. Ah ce qui oui? est Oui. important, c'est qu'il OK. y a une Ben moi, certaine je l'entends symétrie pas, et c'est bien surtout bizarre. que le poids soit bien réparti sur les différents points d'appui. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer tout de suite le dessous de ce robot. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on a les deux roues qui sont branchées à des moteurs et on a des roues ici qui n'ont pas de pneus. Alors, avec les deux points d'appui ici, ça répartit bien le poids de ce côté-ci. Et comme on n'a pas de pneus, ben, quand on fait des virages, ben, ça glisse très bien. De ce côté-ci, la particularité intéressante, je vous dirais, c'est que les pneus ici, les roues, sont connectés au moteur grâce à un axe. Et il y a aussi un petit axe qui relie la roue avec les côtés ici. Donc, ça fait en sorte que les roues ne peuvent pas basculer d'un côté comme de l'autre, comme vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et ça, ben, des fois, ça peut affecter la direction du robot. Autre élément intéressant par rapport aux murs ici qui sont lisses,
Alors, le fait qu'on ait une protection par rapport aux roues, mais ça va éviter un peu d'accrocher que le robot s'accroche dans certains obstacles. Et ça permet aussi de longer des murs sans friction par rapport aux pneus là, qui pourraient s'accrocher. Et je termine avec le fait là, que ce robot-là, le devant est lisse, est bien plat, l'arrière aussi. Donc, ça permet au robot de démarrer, par exemple, bien à côté dans le mur, ou en cours de mission, de peut-être reculer dans le mur pour se replacer perpendiculairement avec la direction là, qu'on souhaite atteindre. Puis le fait là, d'avoir quelque chose de plat à l'avant, bien, ça permet aussi de pousser certains éléments dans les missions, ou tout simplement d'aller s'accoter sur la mission carrément là, qu'on veut atteindre. Alors voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires. Moi, j'ai malheureusement pas entendu le son. Alexandre, toi, tu me dis que ça allait pour la vidéo? Oui, ça a fonctionné, oui. OK, ben, je ne comprends pas. Je n'ai pas trouvé, dans le fond, pourquoi. Est-ce qu'il y avait des commentaires par rapport à la présentation? Des Ben, moi, questions? j'aime bien ce format de robot-là qui est comme du compact puis qui est cubique aussi. Là. Ça évite tous ces accrochages. Puis... J'ai vu aussi que tu avais vraiment des systèmes de connexion pour des modules vraiment rapides, qui est un autre Ouais, point aussi qui est à effectivement. penser. Puis ça, c'est la partie, je te dirais, la plus difficile pour les élèves. Là, souvent, ils vont construire des accessoires qui s'attachent plus ou moins facilement. Et là, des fois, ils font des accessoires pour pratiquement une seule mission. Fait qu'il faut que le robot revienne à la zone de lancement. Fait que ça, on essaie de sensibiliser les élèves à ça, mais souvent, au cours de la saison, ils sont contents là, d'avoir comme construit un accessoire là, quelconque. Puis là, quand on pratique, ça va relativement bien, mais quand on met tout ça ensemble, on réalise dans le fond que chaque sortie pour faire quelques missions, ça peut prendre 30, 45 secondes, une minute. Mais l'année passée, entre autres, là, on s'est fait jouer sur avoir le temps de pratiquer à faire les changements d'accessoires et de passer d'une sortie à une autre. Et là, finalement, les élèves ils réalisaient qu'on manquait de temps. On n'était pas en mesure de réaliser tout ce qu'on avait fait là, au cours de la saison. Si je reviens à mon diaporama, l'autre élément, possiblement que Alexandre, ça aussi, là, je pourrais peut-être accélérer. Ça, c'était un petit vidéo, dans le fond, qui faisait penser à vérifier des petits trucs avant chaque séance. Donc, parfois, les pneus sont plus ou moins bien embarqués partout sur la jante. Alors, j'ai déjà vu des équipes là, qui disaient, Monsieur Alain, comment ça, le robot, il roule tout croche? Ben, des fois, il y avait des fils qui frottaient ou des pièces là, qui étaient mal insérées. La poussière aussi, pour avoir travaillé avec les derniers tapis qui sont beaucoup plus lisses que les anciens, qui étaient un petit peu plus rugueux. Je vous dirais que la poussière sur le tapis et la poussière sur les pneus, les deux combinés ensemble, là, c'est quand le robot est relativement lourd, ça peut débalancer beaucoup de choses. Puis, des fois, il y a carrément un moteur qui peut être débranché par inadvertance. Fait que ça, c'est des éléments souvent qui nous ont embêtés, je vous dirais. Alors, je ne sais pas, toi, de ton côté, Alexandre, si tu avais d'autres choses à vérifier avant une séance de Non, travail. dépoussiérer, je trouve ça intéressant. C'est pas de quoi que j'avais pensé qui pouvait avoir une influence, mais oui, quand tu regardes la logique derrière ça, oui.
Nous, c'est plus le gyro qui est problématique. Souvent, on le reconnectait, puis on s'assurait que le gyro fonctionnait comme il faut. Parce que des fois, ils OK. partent en vrille, puis là, on avait des problèmes de gyro, là. OK. Mais sinon, oui, avoir la brique chargée au maximum, ça aussi, c'est une chose à penser, là. Parce Ouais, qu'un ben robot à souvent, 50%, il ne fait pas la même performance qu'un robot à presque ça, 100%, ouais. là. Fait que ça, c'est vraiment des petits détails. Là. C'est sûr que là, je m'adresse à toi, Alexandre, là, qui a quand même pas mal d'expérience, mais c'était aussi dans l'optique là, qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder l'enregistrement et peut-être consulter le diaporama au complet avec tous les hyperliens. Comme on a peu de temps aujourd'hui, là, je vais peut-être passer plus à la prochaine diapo. Fait qu'au niveau de l'exploitation des moteurs, dans le fond, j'ai mis plusieurs petits liens sur la circonférence là, des roues, par exemple. Alors, c'est important que les élèves comprennent là, que tout dépendant de la taille des roues, on ne fera pas la même distance. Et j'ai trouvé certaines ressources. Il y avait une page web, je pense que c'est les droïdes là, qui avaient fait ça. Tout dépendant de la taille des roues, c'est une petite page web avec un calculateur de diamètre, de circonférence. Et là, ben, on pouvait mesurer, par exemple, pour se rendre à une mission, si on a 57 cm à faire de distance, alors ça va prendre combien de rotations pour se rendre là? Il y a une petite page web là, ici qui nous calculait le nombre de rotations. Puis le tutoriel, ben, ça, c'était plus avec le logiciel EV3, là, la version LabVIEW. Et il nous montrait, dans le fond, comment on pouvait faire un genre de petit bloc de programmation pour faire ce calcul-là, pour faciliter un peu les déplacements, parce que on est pas mal plus habile à travailler avec une règle en distance et non pas en rotation de roue. L'autre truc aussi bien relativement connu, je pense, par la plupart des entraîneurs, c'est qu'on peut prendre le robot manuellement, puis forcer son déplacement avec notre main. Et lorsqu'on branche le robot et qu'on réinitialise les parts de moteur, on les remet à zéro en double-cliquant dessus. Là, à ce moment-là, on peut exploiter les données. Est-ce que ça, c'est quelque chose avec lequel tu étais à l'aise, Alexandre? Non, c'est pas de quoi que j'étais au courant, donc. Ah non? OK. Ben Non. tiens, je pourrais partager ce petit vidéo-là. Lorsqu'on veut se rendre à la mission, est-ce que vous entendez le son? Oui. OK. Alors, on peut mesurer, on peut regarder la circonférence de nos roues, mais le truc peut-être le plus simple, le plus efficace, c'est de tout simplement prendre le robot avec notre main et de l'avancer jusqu'à notre mission. Mais avant de faire ça, c'est important de connecter le robot sur notre ordinateur et d'aller dans l'option ici d'affichage des ports. Si on double-clique sur le moteur B, on le réinitialise à zéro. On va faire la même chose avec le moteur C. Et là, à ce moment-là, avec notre main, on avance le robot jusqu'à l'endroit où on pense que c'est intéressant d'arrêter. Et on regarde la valeur ici. Par exemple, le moteur B est à moins 912 parce que j'ai sélectionné des degrés ici. Et sur le moteur C, on voit qu'on a 2,54, donc disons 2,5 rotations, parce que j'ai mis le moteur ici dans l'option rotation. Si vous vous demandez pourquoi la valeur est négative, c'est que sur le robot que j'utilise, les moteurs ont été montés à l'envers pour économiser de l'espace. Donc, c'est la raison pour laquelle on a des chiffres négatifs. Donc, on pourrait tester et entrer, par exemple, une valeur de moins 254 rotation. Je replace le robot, toujours au même endroit, bien à côté dans le mur, et je vais lancer le petit programme pour voir si effectivement on va s'arrêter au même endroit. Et voilà,
Alors, questions, commentaires par rapport à ça? Non, c'est vraiment intéressant. C'est un bon petit truc à retenir. Des fois, il y a des essais-erreurs, mais avec notre tape à mesurer, on disait, OK, Ouais. j'avance d'un centimètre de plus. Ou, Ben, c'est sûr que c'est pas magique, là, parce que il va arriver toutes sortes de. Tu sais, des fois à la main, au tout début, ça va comme accrocher un peu, ou plus ou moins, tu sais, s'il y a plus ou moins de friction, des fois, les roues vont glisser au lieu de tourner. Fait qu'il faut tout le temps comme réajuster le tout. Puis tout dépendant de la distance. Des fois, on veut juste s'approcher d'un endroit ou s'approcher d'une ligne. Fait que ça nous donne une bonne idée de est-ce que j'ai besoin de 3 tours de roue, de 3 tours et demi, d'un petit peu moins de 4. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Mais quand on veut s'approcher précisément d'une mission, bien là, je vous conseille de travailler plus en degrés, puis d'aller faire un peu d'essai-erreur, mais on risque d'y arriver beaucoup plus rapidement comme ça. Puis quand on a des élèves relativement jeunes, tout dépendant de l'âge, là, parce qu'en FLL, là, on a de quatrième à secondaire 2, bien, c'est sûr que les élèves sont plus ou moins habitués avec le calcul de la circonférence, là, avec le 2 pi r, puis de peut-être prendre une calculatrice pour dire, ben là, j'ai 57 centimètres entre mon départ et ma mission. Je vais diviser ça par 17,6 qui est la circonférence de mes roues, puis là, etc. Ça fait que c'est un peu complexe. Alors, je pense que le truc de déplacement manuel est vraiment intéressant. L'autre élément aussi, est-ce que, Alexandre, est-ce que tu as déjà utilisé l'option de sélectionner certains blocs? je dirais que côté programmation, j'en ai pas fait tant que ça. Fait que c'est fait partie des affaires, il faut que j'apprenne un peu plus. Là. OK, Mais parfait. si tu veux y aller avec la vidéo. Oui, parfait. Je vais vous montrer ça. Alors, parfois, lorsqu'on veut se rendre à une mission, on va créer plusieurs blocs de programmation. Et à certains moments, on réalise que notre robot ne se rend pas bien à notre mission. Mais là, on a de la difficulté à évaluer est-ce qu'on a raté un peu le début, est-ce qu'on a raté le milieu ou la fin. Alors, voici une option vraiment intéressante. Au lieu de lancer tout le programme à chaque fois, et des fois, ça peut être un long programme. Donc, je clique sur le premier bloc, par exemple, et je vais utiliser la touche « Exécuter la sélection seulement ». Alors, regardez ce qu'il va arriver. Mon robot va seulement avancer. Ensuite de ça, supposons que c'est le bon endroit. Je vais sélectionner le deuxième bloc, le virage, pour voir si je tourne juste assez ou pas trop. Je vais seulement vérifier cet élément-là. Si j'ai bien tourné, je vais peut-être lancer le prochain bloc. Et là, si je vois que le robot suit la ligne comme il faut, bien, à ce moment-là, j'ai peut-être trouvé la source de mon problème à un certain moment. Si je vois que le robot a un peu trop tourné, pas assez tourné, un peu trop avancé, pas assez avancé, et ça me permet de vérifier où est le problème et de le corriger. Voilà. Puis est-ce qu'il y a moyen de sélectionner plus qu'un bloc? Peux-tu faire, mettons, je prends ces 3 blocs-là que je fais exécuter ou c'est vraiment par Oui, bloc? tout à fait. Oui, question bien pertinente, Alexandre. Oui, je peux sélectionner, par exemple, si je sais que mon départ est vraiment bon, puis que j'ai, je sais pas moi, 8 blocs là, de programmation, je peux les sélectionner avec la souris. C'est un peu comme ouvrir un genre de rectangle de sélection, là, et je peux sélectionner le nombre de blocs que je veux, puis faire jouer juste cette série-là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que des fois, euh, on travaille sur une longue sortie avec beaucoup d'éléments de programmation. Puis des fois, le début, les 8 premiers blocs, là, on se rend à tel endroit, on tourne, on suit la ligne, on s'arrête à une ligne. Puis ça, on le fait toujours parfaitement. Des fois, c'est par après que ça se gâche. Donc, on peut essayer de voir, il est où le robot. À partir de ce moment-là, qu'on sait que le robot se rend très bien à cet endroit-là,
on peut comme marquer le tapis, on peut mettre là, des petits post-it ou des trucs là, pour essayer de dire si je pars de cet endroit-là et que là, je démarre ma longue séquence de programme pour aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon robot ne se rend pas bien. Mais des fois, on a juste besoin d'aller valider le 10e bloc ou le 20e bloc là, de programmation. Puis en prenant les blocs sélectionnés, bien, on gagne beaucoup de temps parce que moi, j'ai déjà vu des élèves dans les longues séquences comme ça, ils repartaient toujours du début. Alors, des fois, c'est une longue sortie qui peut durer 45 secondes, une minute. C'est sûr que si je pars toujours du début, bien, ça peut être un peu long. Et ce qui est intéressant aussi, que j'aime bien faire, c'est quand je mets 3 équipes en même temps sur la table. C'est quand même une table de 4 pieds par 8 pieds. Donc, il y a moyen de travailler sur des élèves qui ont besoin de travailler de la zone de lancement pour s'en aller sur une partie du tapis. Puis il y a peut-être des élèves qui disent, ben moi, je m'arrête à cette ligne-là, donc je sais que mon robot, il part toujours de cet endroit-là pour aller comme dans le milieu du tapis ou à l'autre bout du tapis. Fait qu'il y a moyen de mettre facilement 3 équipes sur le tapis en même temps en utilisant, par exemple, les blocs sélectionnés. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions par rapport à ça? Non, pour ça, ça fait toutes des petites affaires que j'apprends, c'est le fun. Oui, ben, tant mieux. Comme là, j'ai sur mon diaporama, là, je ne partage pas mon diaporama, hein, par exemple. Non. Ici. Voilà. Là, sur le diaporama, j'ai reculé dans un obstacle. Ça, est-ce que c'est quelque chose... Oui, mais c'est de reprendre un peu, de recalibrer ton robot quand il est rendu un peu loin, puis tu veux le C'est remettre ça. droit. C'est soit d'un mur, d'un obstacle ou. C'est ça. Puis, l'autre petit lien que j'avais, c'est utiliser un guide au sol, par exemple, pour avoir un petit peu plus de précision. Ça, c'est dans le fond une genre de petite fourchette, un genre de petits accessoires qu'on va brancher à notre robot et qui va permettre au robot comme de s'imbriquer au bon endroit sur la mission qu'on veut approcher, puis qui va peut-être créer une certaine distance aussi entre ce qu'on veut faire. Donc, en mettant quelque chose qui va nous bloquer ou qui va nous diriger, bien, ça peut être intéressant à ce moment-là là, d'ajouter un petit accessoire comme ça sur notre robot. Moi, on a fait un guide la dernière année, il y a 2 ans, là, pour partir à 45 degrés dans la zone de lancement. Donc, on avait OK. qui était à côté sur le mur, mais avec les Legos, on a fait un angle de 45 degrés. Donc, on a fait partir directement. On s'est évité une rotation en bout de ligne. Là. OK. Gagner un Mais peu de précision avec ça. Although you program your robot to drive moi, ce one dont je vous location, it parle, will je not vous le always montre drive the peut-être same rapidement. Je distance vais accélérer la vidéo. against a mission model Mais and c'est guide ça the robot ici. if it is driving. Alors, c'est de faire une genre de fourchette, là, dans le fond, avec une ouverture là, vers l'avant. Fait que quand je m'approche d'une mission, comme j'ai des fléaux courbés là, vers l'extérieur, ben, j'ai juste à m'approcher doucement. Ça prend quand même une certaine précision, mais après ça, une fois que je vais être entré dans la mission, ben, je vais pouvoir comme m'insérer vraiment très précisément. Fait que je vais Of laisser course. aller un petit peu la The vidéo et on advantage to voit mechanical alignments is très that the bien physical structure ce dont je voulais vous parler ici. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà utilisé, Alexandre? Oui, c'est sûr que ça dépend chaque année des défis qui sont sur le Oui, c'est tapis, ça. là, Hein? mais c'est OK. quelque chose qui va bien. Là. On avait fait ça, Oui, je pense, pour la grue qui laisse tomber. ouais, effectivement, la grue, c'était quand même assez délicat. Là, on pouvait la rater avec quelques millimètres. Donc, dans certains cas, on a beau travailler la conception du robot ou la programmation pour se rendre comme il faut et exploiter les lignes, mais des fois, c'est vraiment très aidant là, d'avoir un petit guide là, comme ça pour plus de précision. Si je reprends...
La prochaine diapo, là, c'était plus au niveau de la programmation. Toi, tu me disais, Alexandre, que ça, c'était peut-être moins ton domaine. Ouais, mais je vais éventuellement m'emmener un robot ici puis je vais le tester, là. Tu sais, j'ai déjà fait de la programmation, tu sais, je travaille un peu Mhm. là-dedans, fait que c'est juste de me repérer dans le logiciel qui va être mon défi. Mais comme je te dis, je vais avoir une experte pas loin pour m'aider. Ouais, excellent. Parce que Probablement que les là, jeunes aussi vont m'aider. Ils ont l'air quand même assez allumés là-dessus, fait que ouais, ils ça, vont en prendre au mentor. c'est vraiment assez déroutant des fois de voir à quel point là, les jeunes, peut-être que pendant un certain temps, on peut être comme l'expert, là, mais assez rapidement, en cours d'année, moi, je leur lève mon chapeau. Moi, mon dada, c'est un petit peu plus la programmation, puis un petit peu moins la conception. Mais c'est fou de voir à quel point il y a des élèves là, qui ont une vision 3D là, de dire je vais prendre telle pièce avec telle pièce, puis je vais comme les unir ensemble de telle manière et je vais réussir à construire un accessoire qui va être comme à la bonne hauteur pour réussir telle mission. Moi, ça, je l'ai un petit peu moins, là, cette vision 3D-là. Puis au niveau de la programmation, je me débrouille peut-être un petit peu plus, mais c'est fou comment les élèves vont devenir des experts là, dans plein de domaines. Là. Par exemple, moi, utiliser le son ou utiliser certaines fonctions, là, je connais assez bien les capteurs, je me débrouille bien avec la boucle sélecteur, les moteurs et tout, mais il y a des élèves là, qui, assez rapidement, qui me dépassent là, dans certains éléments que je n'ai jamais cru bon à exploiter. Puis, c'est toujours impressionnant de voir à quel point là, ils peuvent nous dépasser. Fait que là, comme il reste peu de temps, Alexandre, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans, toi, au niveau de la programmation, que tu aimerais comme voir un peu plus? Puis dans la prochaine diapo, j'avais votre feuille de pointage interactive. Ça, je ne la présenterai pas. Non, J'ai un je l'ai assez vu. Tu l'as assez vu, hein? J'ai le Padlet que j'utilise aussi pour essayer de partager des outils. Je pourrais vous le montrer ça peut-être rapidement à la fin. Puis l'outil du tapis avec un quadrillage là, pour essayer de se repérer. Dans le fond, quand on n'a pas accès à la table, c'est une photo du tapis à l'échelle avec un quadrillage que j'essaie de mettre à une échelle de 10 pour 1. Fait que quand l'élève il mesure le petit tapis plastifié, ça fait en sorte que je pourrais vous le montrer là, dans le fond. Ça ressemble à ça, puis je n'ai pas eu le temps de faire le tapis de cette année, mais le petit quadrillage, c'est comme une feuille là, comme format 8,5-11, puis je la fais plastifier, fait que les élèves peuvent dessiner dessus le parcours, par exemple, que le robot pourrait prendre, puis de la zone de lancement jusqu'à une mission, par exemple, bien, si on dit « je m'en vais en ligne droite », pour 57 cm sur le tapis. Mais supposons que je n'ai pas accès à la table réelle. Donc, sur ce tapis-là, ce que j'ai essayé de faire, c'est un quadrillage dans lequel j'ai juste à multiplier par 10 là, la distance. Donc, si je me déplace de 5,7 cm, bien, je sais que sur le tapis, ça va être un déplacement de 57 cm. Fait que ça peut être utile lorsqu'on a beaucoup d'élèves qui veulent avoir accès à la table et qui veulent gagner un petit peu de temps au préalable en disant ben, je vais mesurer déjà mes distances, je vais les rentrer dans ma programmation. Puis tantôt, quand j'aurai accès à la table, j'irai valider si mon robot se rend relativement bien à l'endroit que je veux utiliser. Tu regarderas cette année, ben, je ne sais pas s'il faisait d'autres années, mais First, il en a fait un quadrillage comme ça, Ah qui est oui? déjà Ah, disponible. Je pense que c'est des carreaux de 20 cm. Je pourrais t'envoyer le lien là, sur le site de First Lego League. Là. Mais OK. je Ouais, me ça rappelle serait plus quel gentil. document. Il y a genre 70 documents PDF, tu peux downloader, mais il y en a un là-dedans que Ouais, c'est ben ça, c'est c'est une ça. À un grille. moment donné, on est perdu, là, fait que c'est pour ça que Ben, moi, je te dirais c'est plus ce côté gyro qui cause le problème. gyro, Ouais, OK. puis c'est Fait que des petits si je trucs que je vais retourne, les prendre. excellent.
Dans le fond, dans ma présentation, j'ai une section avec des annexes. Mais y a-tu moyen de resetter le gyro pendant mettons, une mission? Ça arrive à un certain Oui, point, si je le mets à 0. oui, c'est ça dans le fond que je voudrais vous partager. Suivre une ligne. Si, mettons, je me rends au bout de la table, là, je m'aligne sur un module, puis après ça, je le remets à 0 pour repartir d'une bonne base, là, parce que souvent, plus que tu es loin de ton point de départ, plus que la précision n'est plus là, là. Et si on Ouais. peut le remettre à 0 pendant la mission, ce serait. Dis-moi donc, Alexandre, est-ce que tu vois comme la grande affiche utiliser le capteur gyroscopique pour tourner? Oui, j'ai tes éléments de zoom par-dessus, mais je vois le bloc de texte en dessous, là. OK. Attends un peu si je déplace ça comme ça. Oui, parfait. C'est mieux? OK. Oui. Fait que ça, dans le fond, c'est une affiche à force de travailler. Là, on a comme créé un bloc de programmation. Puis j'ai demandé aux élèves de mettre des petits commentaires pour qu'on puisse se retrouver parce que moi, je change un peu peut-être comme toi, tu sais, je change d'élève à chaque année. Fait que ce qu'on a réussi à bâtir une année, ben, j'essaie de l'améliorer l'année d'après, puis l'année d'après. Fait qu'avec le temps, on finit par avoir des outils intéressants et avoir des commentaires qui peuvent nous aider. Fait qu'ici, dans le fond, on a un exemple de séquence où on active les moteurs. Et après ça, bon, on va utiliser le bloc de gyroscope. Là. Dans notre cas à nous, le gyroscope est branché dans le port d'entrée numéro 1. Puis lorsqu'on a activé un moteur, il faut penser à le désactiver là, par après. Là. C'est toujours un peu la même séquence quand on utilise les blocs orange. Généralement, c'est ce qu'on va faire. On va activer comme à l'infini. Puis après ça, on va dire, on va désactiver. Et il existe un petit bloc dans la section jaune. Et ça, c'est un bloc de gyroscope où on peut mesurer l'angle et la vitesse de rotation. Et théoriquement, quand le gyroscope est quand le robot ne bouge pas, cette valeur-là devrait être à 0. Mais on connaît tous le problème d'affolement, ou je pense qu'ils appellent ça le drift en anglais, où les chiffres se mettent à augmenter à une vitesse assez incroyable, puis le robot ne bouge pas du tout. Alors, le petit bloc qui est là de programmation, dans le fond, on a juste comme voulu montrer qu'on pouvait, quand le robot avait un affolement là, comme ça, on a mis un petit bloc de lumière rouge là, qui s'allume sur le robot pour signifier, dans le fond, qu'il y a comme un problème qui a été détecté. Puis là, en mesurant l'angle de rotation, on peut lui demander d'avoir un petit délai là, de 0,5 secondes. Généralement, c'est amplement. On n'a même pas besoin de mettre une seconde, par exemple, ou deux. Et là, on va aller vérifier si le gyroscope est vraiment à 0. Puis là, à ce moment-là, ben, s'il est à 0, ben là, on fait allumer comme une petite lumière verte en voulant dire, ben là, l'affolement est réglé, on a réussi à se remettre à 0. Et là, ben, on peut poursuivre notre chemin. Fait que ça, c'est des affiches qui sont disponibles là, sur le Google Drive là, du colloque. Alors, c'est sûr que là, en PowerPoint comme ça, c'est peut-être pas super intéressant, mais c'est quelque chose que vous pourriez imprimer en couleur à l'école, puis peut-être plastifier. Moi, c'est ce que j'ai fait là, pour que les élèves puissent comme bâtir un peu cette séquence-là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis la prochaine diapo, ben, avant de passer à la prochaine, est-ce que tu as des questions, Alexandre? Non, c'est parfait, hein? Ça va? OK. Oui. Fait que dans la prochaine diapo, euh, voyons, Alors, ici,
c'est un peu, ça peut être un peu étourdissant là, de voir toutes ces infos-là, là, mais si on prend le temps de regarder tranquillement, on va reconnaître la petite séquence, dans le fond, que je vous ai montrée au tout début pour tourner. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inclus cette séquence-là. C'est beaucoup plus simple quand c'est devenu des blocs de programmation. Là, je ne sais pas si, Alexandre, toi, tu as déjà fait des blocs de programmation personnels, là? Oui, Non? mais pas dans Lego, là, mais je sais que Sonon Pas dans l'avait fait Lego? l'année passée, fait que OK. comme je te dis, ça Il va va falloir que m'aider tu te remettes beaucoup. dedans, mais Sonia va pouvoir t'aider. Fait que ça, on voit dans le fond, dans la partie du haut, le bloc original, je te dirais, de programmation. Puis dans le bas, ben, on voit la version comme plus simple avec des blocs de programmation qu'on a créés. Puis en mettant ça dans un sélecteur qui va aller vérifier si, par exemple, le gyroscope est à 0, ben, on va lancer la séquence du haut. Puis là, notre robot va pouvoir tourner parce que on est à 0. Mais s'il détecte qu'on n'est pas à 0, ben là, à ce moment-là, il va lancer la séquence de réinitialisation. Fait que ça évite de brancher, débrancher le gyroscope. Puis moi, je me suis fait dire que c'était la pire des solutions, qu'il fallait surtout pas utiliser ça régulièrement, de brancher, débrancher là, pour je ne sais pas trop quelle raison, là, mais au niveau de l'électricité puis au niveau du branchement, c'était vraiment pas la meilleure des solutions, qu'il fallait essayer, dans la mesure du possible, de prendre une solution qu'on appelle logicielle, celle-ci. Et je vous dirais que ça, cette séquence-là, ça peut être un peu complexe là, pour des gens qui sont débutants, mais si vous prenez le temps de regarder là, les commentaires et les petits blocs qui sont là, moi, j'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose, vous pourriez mettre facilement des élèves sur comme la création, dans le fond, de cette séquence-là, puis de transformer ça en bloc, là, ça devient vraiment intéressant. Ça nous fait perdre un petit peu de temps à certains moments parce que quand on utilise le gyroscope pour se déplacer, puis que là, on est rendu au milieu du tapis, dans certains cas, on est capable de tourner sans le gyroscope. Puis, il n'y a pas de conséquences plus fâcheuses parce qu'on va aller attraper une ligne noire, par exemple. Mais dans certains cas, quand on a vraiment besoin d'utiliser le gyroscope parce qu'on a besoin d'avoir un virage relativement précis et qu'on n'a pas de point de repère dans ce coin-là, bien là, à ce moment-là, j'utilise le gyroscope, mais j'essaie d'éviter de l'utiliser parce que dans certains cas, le gyroscope s'affole. Donc là, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est qu'on va perdre quelques secondes, le temps que le petit programme de réinitialisation s'active. Le robot, à ce moment-là, bien, il est en pause, il clignote rouge, le temps de se réinitialiser. Puis là, une fois qu'il devient vert, là, bien, là, il va effectuer son virage. Fait que ça, si on utilise très souvent le gyroscope, et que le gyroscope n'est pas à 0 à chaque fois, bien, ça nous fait quand même perdre là, de précieuses secondes là, quand on veut faire le plus de missions possible en 2 minutes 30. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, Alexandre? Non, c'est pas mal, je dirais clair pour l'instant. Quand je vais mettre plus dedans pour comprendre chacun des blocs, ça va mieux aller. Là. C'est très étourdissant là, de regarder cette affiche-là là, d'un seul coup comme ça. Mais si on prend le temps de regarder chacun des blocs puis d'essayer de les reproduire là, avec le logiciel LabVIEW, j'ai l'impression que vous devriez être en mesure là, de créer une petite solution logicielle intéressante. Fait qu'écoute, s'il y avait quoi que ce soit, tu peux communiquer avec moi, puis ou ça peut être des élèves aussi qui peuvent travailler là-dessus puis qui sont embêtés par quelque chose qui n'est peut-être pas très clair là, dans la fiche, mais peut-être que vous allez être en mesure là, de vous créer ce petit bloc-là que moi, je trouve vraiment très utile.
Parfait, ça. Un gros merci, Alain. Ça me fait plaisir. Là, je vois qu'il est déjà 12h15, fait que je vais arrêter mon partage d'écran. J'espère que les autres personnes qui étaient peut-être avec nous, là, je vois qu'il y avait d'autres participants. S'il y avait quoi que ce soit, gênez-vous pas de me contacter pour me poser vos questions. Fait que je vais arrêter l'enregistrement, puis je te souhaite un bon appétit et une bonne saison, Alexandre. Yes, merci. Puis au plaisir de collaborer peut-être avec vous autres. Là, s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Parfait. Merci beaucoup. Salut. Bye.